Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons commencer ce cycle de physiologie pulmonaire destiné aux élèves infirmières anesthésistes de première année et nous allons aborder essentiellement aujourd'hui le problème de la respiration. Je vous rappelle que la respiration est un phénomène qui se déroule en 3 étapes. Nous verrons aujourd'hui une partie de ce qu'on appelle la ventilation, c'est-à-dire des échanges gazeux qui ont lieu entre les alvéoles et l'environnement. Dans un deuxième temps, nous verrons toute la problématique du transport des gaz par la circulation, transport de l'oxygène, transport du CO2. Et enfin, nous verrons la respiration au niveau tissulaire et au niveau cellulaire, c'est-à-dire les échanges gazeux entre le sang des capillaires et les tissus périphériques. Commençons donc aujourd'hui le problème de la ventilation. Vous savez tous que la ventilation, c'est quelque chose de cyclique qui est caractérisé par 2 temps, une inspiration et une expiration. Ce cycle ventilatoire est déterminé et caractérisé par une durée de son cycle qu'on appelle le T-tot, une fréquence, une durée de la phase inspiratoire, TI, une durée de la phase expiratoire, TE, et au repos, comme vous le savez, le rapport insufflation sur expiration est égal à 1 sur 2. On peut aussi l'exprimer autrement, le temps de l'aspiration sur le temps total du cycle, et dans ce cas-là, le rapport est de 1 sur 3. Continuons par un tout petit peu de physique. Pour qu'il y ait échange de gaz entre l'environnement et les alvéoles, il va falloir suivre des règles physiques. Le premier type d'échange qui peut avoir lieu en physique, ce sont des échanges de type massique. C'est-à-dire que ici, le gaz passe du point A au point B en bloc, je dirais. À côté de ces échanges de type massique, il peut aussi exister des échanges moléculaires liés à l'agitation des différentes molécules qui peuvent finir par diffuser du point A au point B. En physiologie respiratoire, les échanges se font essentiellement selon un type massique. L'élément moteur de ces échanges massiques, c'est le delta de pression qui peut exister entre un point et un autre. Ainsi, lors de l'inspiration, la pression au niveau de la partie initiale de l'airway est supérieure à la pression intra-alvéolaire. Expliquons donc le passage de gaz du point A au point B. À l'expiration, c'est exactement l'inverse. La pression à l'intérieur des alvéoles est supérieure à la pression au niveau de l'airway et donc le gaz passe du point B au point A. Pourquoi existe-t-il une différence de pression? Parce qu'on a affaire à un ensemble bien particulier qui comprend une cage thoracique, et on verra que c'est un ensemble déformable, et des muscles qui vont modifier le volume de cette cage thoracique. La cage thoracique donc est un ensemble musculo-squelettique déformable, avec, comme vous le savez, en avant le sternum de manière latérale, les côtes qui ont une orientation tout à fait particulière, qui sont orientées vers le bas, et à la partie postérieure, vous savez bien qu'il y a le rachis. Et pour fermer cette cage thoracique, on a, vous le savez, on a des espaces intercostaux qui permettent de fermer cette cavité du point de vue latéral. Et à la partie inférieure, on a le diaphragme qui ferme la cavité dans sa partie inférieure. Et à l'arrière, n'oubliez pas qu'il y a le rachis qui joue un rôle important
dans les mouvements de cette cage thoracique, expliquant en particulier le retentissement de la chirurgie rachidienne au niveau ventilatoire. Cette cage se déforme sous l'influence d'un muscle et le principal muscle, c'est le diaphragme. Le diaphragme qui sépare le thorax de l'abdomen, qui est composé en son centre d'un centre fibreux avec sur les parties latérales des muscles qui s'insèrent à la partie inférieure des côtes sur les parties antérieures et latérales et en postérieur sur le rachis avec les piliers diaphragmatiques. La forme de ce diaphragme est tout à fait particulière, c'est très important à bien voir, il est concave vers le bas, que ce soit si on le regarde de face ou on le regarde de profil. Il en résulte que lorsqu'il se contracte, ce diaphragme se déplace vers le bas et surtout entraîne un élargissement de la cage thoracique et une élévation du grille costal, le tout entraînant une augmentation du volume intrathoracique. Lorsque le diaphragme descend de 1 cm, il y a une modification du contenu aérien de la cage thoracique d'environ 250 ml chez l'adulte. Voilà. Et donc un faible déplacement de ce diaphragme entraîne une modification notable du volume intrathoracique. Ce diaphragme est innervé par les nerfs phréniques qui naissent au niveau cervical. Il existe un nerf phrénique droit et un nerf phrénique gauche. Le nerf phrénique droit innervant l'hémicoupole droite, le gauche l'hémicoupole gauche, et ces nerfs phréniques cheminent dans le médiastin postérieur. Dans certaines circonstances, ils peuvent être lésés, et s'il y a une lésion qui est très haute, on peut avoir une atteinte phrénique bilatérale qui a un retentissement considérable sur la ventilation. Il peut y avoir une atteinte phrénique unilatérale, et en cas d'atteinte phrénique unilatérale, on va avoir comme conséquence une élévation de l'hémicoupole du côté de la paralysie phrénique et l'apparition d'une ventilation paradoxale avec à l'inspiration une coupole par exemple ici droite qui descend, tandis que l'hémicoupole gauche s'ascensionne lors de l'inspiration et inversement lors de l'expiration, entraînant donc un retentissement ventilatoire et une moindre efficacité ventilatoire. Lors d'une inspiration calme, donc le travail est assuré par le diaphragme, qui est le muscle de l'inspiration calme. Par contre, on est capable, vous le savez, de faire des inspirations forcées. Et dans ce cas-là, on met en œuvre ce qu'on appelle les muscles inspiratoires accessoires. Ces muscles inspiratoires accessoires comprennent les intercostaux externes qui, lorsqu'ils se contractent, entraînent une élévation du grille costal du fait de la forme bien particulière des côtes, les scalènes, le sternocléido-mastoïdien et à la partie postérieure, les trapèzes. C'est important à connaître parce que la mise en œuvre de ces muscles inspiratoires accessoires montre que le diaphragme est en difficulté, qu'il y a donc mise en œuvre des muscles, et ça peut être un signe sémiologique intéressant qui est utilisé pour dépister et évaluer la gravité d'une détresse respiratoire. L'expiration, quant à elle, est un phénomène essentiellement passif, puisque l'expiration correspond à un arrêt de la contraction du diaphragme. Cependant, l'expiration peut devenir un phénomène actif, puisqu'il peut y avoir contraction également du muscle expiratoire, en particulier pour permettre une expiration forcée. Ce sont les intercostaux internes et surtout et aussi beaucoup les abdominaux. Une contraction des muscles abdominaux va entraîner une augmentation de la pression
intra-abdominale. Cette augmentation de la pression intra-abdominale entraîne une élévation diaphragmatique et donc une diminution du volume intrathoracique, ce qui est mis en œuvre en particulier par exemple dans le phénomène de toux. On voit donc qu'une incision au niveau abdominal va avoir un retentissement important sur la toux des patients. Voyons maintenant la transmission qui existe entre la cage thoracique d'une part et les poumons d'autre part. Cette transmission entre ces deux éléments est possible grâce au vide pleural. Vous savez, la plèvre est une séreuse composée de deux feuillets, un feuillet viscéral qui est accolé au poumon et un feuillet pariétal qui est accolé à la paroi de la cavité thoracique. Entre ces deux feuillets, il existe un liquide pleural en très faible quantité, physiologiquement environ 25 ml de chaque côté, qui est sécrété donc par la plèvre, ce liquide pleural ayant pour but d'assurer le glissement des feuillets les uns contre les autres et donc de diminuer les forces liées au frottement. Entre ces feuillets existe un vide pleural du fait d'une aspiration permanente de cette cavité pleurale par les lymphatiques. Et cette dépression intrapleurale permet un accolement des deux feuillets pleuraux. Cette pression négative intrapleurale est de l'ordre de moins 88 cm d'eau. C'est une valeur moyenne. Il faut savoir que cette valeur est influencée par un facteur très important qui est la gravité, qui entraîne un retentissement donc sur le poids des organes. Ainsi, au repos en position debout, on s'aperçoit qu'à la partie inférieure de la cage thoracique, la pression est autour de 0 cm d'eau, tandis qu'à sa partie supérieure, elle est de l'ordre de moins 10 cm d'eau, et que cette pression interpleurale, bien sûr, varie lors de l'inspiration. Évidemment, elle va diminuer. À la partie inférieure, on va passer à moins 10 cm d'eau, et à la partie haute, aux environs de moins 20 cm d'eau. Vous voyez donc pourquoi, en général, on met au minimum moins 30 cm d'eau lorsqu'on utilise un drain pleural pour accoler les plèvres. Retenons donc l'essentiel, c'est-à-dire que l'inspiration est un phénomène actif, donc qui résulte d'une augmentation du volume de la cage thoracique, avec donc une pression au niveau intra-alvéolaire qui est inférieure à la pression atmosphérique, alors que l'expiration est un phénomène passif, donc qui est lié au fait que la pression intra-alvéolaire devient supérieure à la pression au niveau de l'airway. Maintenant, il faut savoir pourquoi il y a expiration. Pourquoi les poumons se vident-ils à l'expiration? Je l'ai dit parce que la pression est supérieure dans les alvéoles à la pression atmosphérique. Mais pourquoi cela? Parce qu'il existe des forces de rétraction pulmonaire. La preuve, c'est que si on crée un pneumothorax et que la pression intrapleurale devient égale à la pression alvéolaire et à la pression de l'airway, le poumon se rétracte. Le poumon se rétracte parce qu'il existe des forces de rétraction pulmonaire. Quelle est l'origine de ces forces de rétraction pulmonaire? Tout d'abord, il existe des facteurs histologiques qui expliquent 50% de ces forces de rétraction. C'est la présence de fibres élastiques au niveau pulmonaire. Et ces fibres élastiques existent à deux niveaux, tant au niveau du parenchyme pulmonaire qu'au niveau bronchique. Expliquons donc cette rétraction. Mais ce n'est pas la seule raison
qui explique la rétraction. Il existe aussi un autre facteur extrêmement important qui est un facteur physico-chimique qu'on appelle la tension superficielle. Qu'est-ce que donc que la tension superficielle? C'est un phénomène physique qui existe lorsqu'il existe une interface entre un gaz, de l'air, et du liquide. Donc un phénomène de tension superficielle qui fait que les molécules à cette interface sont attirées les unes vers les autres. Cela explique que, par exemple, une goutte de liquide posée sur une surface tend à se rétracter pour prendre une forme sphérique du fait de cette tension superficielle, puisque cette tension superficielle a comme objectif de diminuer le plus possible la surface de l'interface air liquide. C'est pour ça, par exemple, que si on ouvre un robinet de manière très lente, on ne verra pas un fin filet s'écouler, mais un goutte à goutte. Donc, il va y avoir transformation de ce fin filet en goutte. Ce phénomène existe également au niveau d'une sphère. Au niveau d'une sphère, si on a un intérieur de gaz et la périphérie de liquide, on va avoir une tension superficielle à l'interface qui va générer une force de rétraction qui va tendance à entraîner un collapsus de la sphère. Donc une fermeture de cette sphère et la transformation en goutte. Ce phénomène donc entraîne donc une force de rétraction et existe également au niveau des alvéoles où il y a cette fameuse interface puisque dans les alvéoles c'est un contenu gazeux et la paroi des alvéoles est essentiellement formée pour 70% de liquide, expliquant donc l'existence de cette force de rétraction. Et cette force de rétraction liée au phénomène de tension superficielle est extrêmement intense. Vous savez que si vous voulez que cette interface perdure, il va falloir faire quelque chose pour que les bulles ici qui sont en périphérie du liquide et à l'intérieur du gaz restent stables et puissent s'envoler. Pour ça, on utilise un agent tensioactif. Dans le cadre des bulles qu'utilisent les enfants, qu'est-ce que l'on fait? On ajoute du savon à l'eau, ce qui permet de diminuer le phénomène de tension superficielle et de faire en sorte que ces bulles soient stables et ne soient pas victimes du phénomène de tension superficielle. Ce phénomène, cet agent tensioactif qui permet de diminuer cette force de rétraction au niveau alvéolaire, c'est le surfactant. Le surfactant, c'est une lipoprotéine qui est sécrétée par les pneumocytes de type 2, qui est sécrétée à l'intérieur des alvéoles et qui vient tapisser l'intérieur des alvéoles au niveau de l'interface air liquide. Et ce surfactant permet donc de diminuer la tension superficielle, donc la force de rétraction des alvéoles. Un déficit en surfactant peut se rencontrer en pathologie. C'est en particulier le cas des membranes hyalines qu'on observe chez les prématurés du fait de l'absence de maturité des pneumocytes 2. Et donc il y a un défaut de sécrétion. Et donc ça entraîne une détresse respiratoire à la naissance qui peut être extrêmement sévère puisqu'il y a collapsus pulmonaire, absence d'aération pulmonaire et donc détresse respiratoire. Voilà pour cette première partie. Je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous à la deuxième partie de la physiologie respiratoire dans quelques temps. Merci.